800 grammes de salive environ sont sécrétés par jour par un ensemble de glandes qui vont dessiner autour de l'arc mandibulaire un fer à cheval à concavité postérieure constitué par 2 glandes parotides, par 2 glandes sublinguales, par 2 glandes sous-maxillaires. Pour comprendre la topographie de ces glandes, il faut commencer par en rappeler la morphogénèse. Et sur une coupe frontale d'un embryon de His de 18 mm, correspondant au stade d'environ la 5e semaine, c'est à partir de la première poche entoblastique que vont se détacher les bourgeons des ébauches glandulaires salivaires. Sur cette coupe frontale, voilà la masse mésenchymateuse dont la différenciation sclérotomiale va donner naissance dans la partie crâniale aux ébauches maxillaires, aux ébauches palatines et dans la partie caudale aux ébauches mandibulaires. À l'intérieur de ces ébauches cheminent déjà les structures nerveuses que sont le 5 numéro 3 dentaire inférieur de chaque côté, puis le nerf lingual avec son contingent sensitif de chaque côté également, ainsi que la 12e paire des nerfs crâniens, le nerf hypoglosse, qui sont donc bien en place avant que la différenciation glandulaire ne prenne jour. Dans le sillon gingivo-jugal va se développer à ce stade de 18 mm la première ébauche glandulaire qui sera l'ébauche de la parotide, donc vers 5 semaines et demie. Au contraire, c'est dans le sillon gingivo-lingual, au voisinage des ébauches dentaires, des bourgeons dentaires mandibulaires, que vont se détacher les ébauches glandulaires de la sublinguale et de la sous-mandibulaire, qui sont un peu plus tardives donc, mais dont la migration, et tout particulièrement la migration vers l'arrière et vers le bas de l'ébauche de la glande submandibulaire, va expliquer le rapport que le nerf lingual va alors contracter avec le canal excréteur de Wharton de cette glande sous-mandibulaire. Au niveau de cette extrémité faciale de l'embryon, sur un schéma de profil avec les placodes olfactives, les placodes optiques, les placodes otiques, ici très rapidement schématisés avec les bourgeons maxillaires mandibulaires, la face ventrale et la portion crâniale dans ce plan, c'est à partir du 2e arc branchial, à partir du cartilage de Reichert, que le mésenchyme myotomial va constituer l'ébauche du platysma, du muscle possier du cou, qui va secondairement envahir le massif facial et y constituer le futur SMAS, avec une pars mentalis, avec une pars buccalis, avec une pars nasalis, avec une pars oculis, avec une pars auriculis et avec une pars occipito-frontalis. Cet envahissement d'un mésenchyme qui est issu du 2e arc branchial pour constituer l'ensemble des muscles possiers va expliquer l'appartenance neurologique de cet ensemble à la 7e paire des nerfs crâniens, le nervus facialis, qui lui aussi est en place très tôt, bien avant que les ébauches glandulaires qui sont parties de la première poche entobranchiale, les ébauches submandibulaires et les ébauches parotidiennes, ne viennent secondairement glisser vers l'arrière et envahir en dessous de ce plan superficiel qui va être contenu dans l'aponévrose cervicale superficielle, ne viennent envahir donc les régions définitives. Lorsque, sur une vue de profil chez l'embryon, on représente le devenir de ce bourgeon glandulaire parotidien définitif avec son canal excréteur, voilà la face ventrale et la portion crâniale.
Ce bourgeon va venir buter sur des structures dures qui sont en arrière le muscle sternocléido-mastoïdeus, le sternocléido-mastoïdien étant emballé dans l'aponévrose cervicale superficielle qui va elle-même s'épaissir en direction de l'angle du gonion de la mandibule pour constituer la bandelette sous-mandibulaire, va buter vers le haut maintenant sur le squelette de l'os zygomatique, va buter vers l'arrière sur l'apophyse styloïde ainsi que sur la masse des muscles du bouquet stylien, va buter sur le dedans, sur la paroi musculaire profonde latéropharyngée, va buter maintenant vers le haut et vers l'avant, sur la branche montante de la mandibule, sur l'articulation temporomandibulaire et va buter sur le muscle masséter qui est lui aussi sur cette face exomandibulaire, alors que sur la face endomandibulaire va se développer le muscle ptérygoïdien médial. Ainsi, cette glande parotidienne va être contenue dans une loge qui est délimitée par l'aponévrose cervicale superficielle et va pouvoir envoyer vers l'arrière en direction du trapézius, va pouvoir envoyer maintenant en dedans en direction du ptérygoïdien des prolongements glandulaires, comme elle en envoie un qui va accompagner son canal excréteur de sténon et qui bien souvent constitue une glande parotide accessoire sur la face externe du muscle masséter. Le nerf facial est le fil directeur de cette loge parotidienne qu'il faut aller chercher pour la dissection de la glande. Il est sorti, lui, en arrière, là-bas, au contact même de l'apophyse styloïde et la glande parotide va donc, au cours de sa croissance, venir se mouler sur les branches de ramification de ce nervus facialis, qui sont d'ailleurs très souvent anastomosées entre elles à l'intérieur de la glande. La glande est venue s'immiscer dans la ramification nerveuse et non pas le nerf facial est venu diviser la glande en deux lobes comme le signet d'un livre, comme on le lit souvent. C'est l'inverse, c'est la glande beaucoup plus tardive qui est venue sur la structure nerveuse qui préexiste. Eh bien, sur une vue latérale de la loge parotidienne droite, dont voilà la portion crâniale et la face ventrale, la loge va être délimitée vers le haut et vers l'arrière par l'os temporal, constitué ici par sa portion tympanique, l'apophyse vaginale du tympanal enserrant l'apophyse styloïde, l'os temporal vers le haut étant constitué ici par l'os zygomatique, dont le tubercule zygomatique antérieur va ici entrer en relation avec l'articulation temporomandibulaire, le col de la mandibule et la branche montante, le ramus mandibulaire qui mène vers le bas au gonion. Nous avons dans cette loge, ici en arrière, le passage du muscle sternocléido-mastoïdeus dont nous avons dit qu'il était emballé dans l'aponévrose cervicale superficielle, aponévrose que je vais ici récliner après l'avoir sectionné pour montrer l'abord de cette loge parotidienne ouverte. Cette aponévrose cervicale superficielle va, pour sa part, glisser maintenant vers l'angle goniaque où elle va, nous l'avons dit, constituer la bandelette sous-mandibulaire qui va séparer la loge parotidienne de la loge sous-maxillaire qui va être tendue vers la zone goniaque. Et sur la face exo-buccale de la mandibule, voici le musculus masséter qui, lui aussi, va être recouvert par la même aponévrose cervicale superficielle, constituant là l'aponévrose massétérine que je retrouve ici sectionnée. La loge parotidienne, vers le bas maintenant et vers l'arrière, va être constituée par les muscles du diaphragme stylien, qui sont le ventre postérieur du muscle digastrique du cou, puis les muscles du bouquet de Riolan, en commençant par le muscle stylo-hyoïdien, lequel va être accompagné là par le ligament
stylo-hyoïdien, accompagné par le ligament stylo-mandibulaire et accompagné vers l'avant par le muscle styloglosse. Ces différents éléments sont contenus, bien sûr, dans l'aponévrose cervicale moyenne. Dans le fond de cette région va apparaître la paroi latérale du pharynx, constituée par le constricteur supérieur du pharynx qui glisse en dedans vers le ligament ptérygo-mandibulaire et qui va être prolongé vers le haut par l'aponévrose exopharyngée, laquelle, bien sûr, tapisse la face externe de ce muscle constricteur supérieur du pharynx. Les différents muscles styliens sont alors emballés, comme je le montre ici en violet, dans l'aponévrose cervicale moyenne qui se dédouble autour de ces structures et qui, dans le fond, va coller ici sur la paroi exopharyngée pour constituer ce que l'on appelle encore le ligament latéral du cou ou ligament de Sébilo. Ainsi apparaît la loge qui est occupée dans le fond par le feuillet de dédoublement de l'aponévrose cervicale superficielle qui va venir tapisser les éléments de la couche moyenne. Et dans cette loge, bien sûr, le fil directeur, nous l'avons dit tout à l'heure, va être représenté par le nervus facialis, le nerf facial dont voilà schématiquement les deux branches de division et l'anastomose qui les unit très fréquemment. Ces deux branches sont plus profondes à l'émergence et plus on va avancer vers l'avant, plus ces branches vont devenir superficielles. À l'intérieur de cette loge, nous allons voir cheminer des éléments vasculaires, l'artère carotide externe qui va apparaître à l'aplomb du tiers inférieur de la paroi interne de cette loge parotidienne, alors que la veine jugulaire externe, pour sa part, qui est très très souvent dédoublée dans l'épaisseur de la loge, apparaît plus ventrale, plus latérale, plus superficielle dans la portion basse de la loge. Pour bien faire comprendre la disposition des différentes parois de cette loge, nous allons mettre en place une coupe verticale, coupe frontale, passant ici grand A par la région moyenne de la loge. Sur cette coupe, la paroi supérieure va être caractérisée par le pavillon de l'oreille, le revêtement cutané dans ce plan et le conduit auditif externe. Voilà la portion crâniale et la zone latérale droite, va montrer ici sa paroi inférieure constituée par la portion cartilagineuse tout d'abord avec les incisures de Santorini, puis dans le quart interne du conduit auditif externe, l'os tympanal qui vient ici enserrer l'apophyse styloïde sur laquelle nous pouvons montrer comme suit le paquet des muscles styliens. C'est donc l'aponévrose cervicale superficielle qui va se dédoubler ici avec son feuillet profond qui va venir tapisser la loge parotidienne et cette aponévrose superficielle va s'épaissir dans la portion basse pour y constituer la bandelette sous-mandibulaire. La loge parotidienne, vous le voyez, vers le haut, n'est pas fermée, elle communique par ses incisures de Santorini avec le conduit auditif externe et cela va expliquer les douleurs que l'on ressent au niveau de l'articulation temporomandibulaire au cours des parotidites, va expliquer également les douleurs dans le conduit auditif externe et la possibilité de passage de certaines collections purulentes de l'un des conduits à l'intérieur de la loge. À l'intérieur de la loge, la glande parotide va être maintenant emballée dans une capsule périphérique qui va coller de façon très très intime à l'aponévrose cervicale superficielle sur la paroi externe de la loge parotidienne. Cette capsule conjonctive va ensuite envoyer à l'intérieur de la loge toute une série de cloisons de refend qui va donner cet aspect lobulé à la parotide qui explique la difficulté que l'on a au cours de l'exérèse parotidienne. Bien sûr, le SMAS, le feuillet de
l'aponévrose superficielle issue du muscle platysma que nous avions montré tout à l'heure est en dehors du plan de l'aponévrose cervicale superficielle. Il est également en dessous du plan du tissu cellulaire sous-cutané. À l'intérieur de cette longe, l'élément le plus profond qui sort près du trou stylo-mastoïdien, c'est la 7e paire des nerfs crâniens. L'élément artériel qu'est l'artère carotide externe va, comme nous l'avons dit, pénétrer dans la loge à l'union du tiers inférieur et des 2 tiers supérieurs sur la paroi la plus interne, alors que la veine jugulaire externe est plus superficielle et, avons-nous dit, est souvent la dédoublée. Voilà comment se présente cette loge sur une coupe frontale. Voyons maintenant comment se présente cette loge sur une coupe horizontale qui passerait dans la région moyenne de la loge. Sur cette coupe, dont voilà comme au scanner la face ventrale et le côté latéral droit, nous allons y retrouver la mandibule. À la face exomandibulaire, les muscles masticateurs principaux que seront ici le musculus masseter. Sur la face endo-buccale de la mandibule, le muscle ptérygoïdien interne avec l'aponévrose interptérygoïdienne qui vient ici rejoindre le ligament ptérygomandibulaire. Sur ce ligament ptérygomandibulaire vient maintenant s'insérer dans le fond le muscle constricteur supérieur du pharynx qui va dessiner vers l'arrière l'isthme du gosier et qui va être doublé à l'extérieur par la fibreuse du pharynx, par l'aponévrose exopharyngée. La coupe permet de retrouver ici l'apophyse styloïde sectionnée et l'insertion sur l'apophyse styloïde des principaux muscles du bouquet de Riolan que sont vers l'avant le muscle styloglosse, du côté médial le muscle stylopharyngien et du côté latéral le muscle stylohyoïdien. C'est dans ce même plan que plus latéralement la coupe va maintenant intéresser le ventre postérieur du muscle digastrique et tous ces éléments qui appartiennent au rideau stylien sont maintenant emballés ici en violet sur la coupe par l'aponévrose cervicale moyenne qui va se prolonger ensuite vers l'arrière, ce qui ne nous intéresse pas pour le moment. Cette aponévrose va ici coller à l'aponévrose exopharyngée, comme nous l'avions montré tout à l'heure, ici dans ce plan, constituant ce que Sébillot appelle le ligament latéral du cou de Sébillot. Dans le plan superficiel et vers l'arrière, voici la coupe du rebord antérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien qui, lui, va être contenu dans le dédoublement de l'aponévrose cervicale superficielle, qui va d'ailleurs coller à l'aponévrose cervicale moyenne. Cette aponévrose cervicale superficielle, dans son feuillet superficiel, va maintenant constituer la paroi externe de la loge parotidienne et glisser en direction du muscle masséter pour s'y prolonger par l'aponévrose massétérine, pour adhérer au bord postérieur de la branche montante de la mandibule et pour maintenant tapisser le fond ici de la loge parotidienne, dédoublé ici de la loge parotidienne par un petit espace fibreux dans lequel peuvent se développer certaines tumeurs, certains fibromes qui sont différents des tumeurs parotidiennes. À l'intérieur de la loge parotidienne, voilà la capsule de la glande qui, avons-nous dit, va coller très fortement sur la face latérale de l'aponévrose cervicale superficielle, qui va envoyer en profondeur ces cloisons conjonctives de refend qui donnent l'aspect lobulé à la glande. Et nous l'avons déjà signalé, c'est donc à l'intérieur de cette glande que va cheminer la 7e paire des nerfs crâniens, le nerf facial, alors que l'artère carotide externe est l'élément le plus profond au voisinage de la veine jugulaire externe, souvent dédoublée et superficielle.
Voilà comment se présente sur cette coupe, cette loge, et la glande parotide, comme nous le signalions tout à l'heure dans ce schéma d'introduction embryologique, va pouvoir envoyer des prolongements postérieurs en direction du muscle trapézius, va pouvoir envoyer un prolongement antérieur en direction de l'espace ptérygoïdien, antérieur et médial, et bien sûr va envoyer vers l'avant le prolongement exo-massétérin qui va accompagner le canal excréteur, qui va accompagner le canal de Sténon. Eh bien, si l'on représente maintenant la glande parotide en place du côté droit, avec toujours la portion crâniale, le conduit auditif externe, le lobule de l'oreille, le tragus dans ce plan, l'angle mandibulaire à ce niveau, avec le relief du musculus masséter. La glande parotide apparaît ici, en arrière de la branche montante, une glande blanchâtre, pesant environ blanchâtre un peu jaune pâle, pesant environ 25 grammes, envoyant à la face externe du muscle masséter un prolongement et laissant sortir alors vers l'avant son canal excréteur ou canal de Sténon. Ce canal, dont on va parler avec la cyanographie, va prendre naissance le plus souvent de deux troncs collecteurs, un crânial et l'autre caudal, et ce canal va cheminer dans un premier temps à la face superficielle de l'aponévrose massétérine qui recouvre là le muscle masséter. Voici vers le bas rappeler l'épaississement de la bandelette sous-mandibulaire. Ce canal de Sténon, en avant du masséter, va maintenant se diriger dans l'épaisseur du muscle buccinator. Le buccinatorius, qui est un muscle très très important pour l'insalivation, va être caractérisé là aussi par la présence en avant du masséter, à l'extérieur du buccinateur, d'une boule graisseuse appelée le corpus adiposum bucqué, qui est la boule graisseuse de Bichat, et le canal de Sténon va se réfléchir autour de cet espace de glissement cisarcosique qui va faciliter donc les micro-mouvements lors de la mastication. Le canal de Sténon va alors perforer le musculus buccinatorius et va venir s'aboucher à l'intérieur de la cavité buccale, où nous allons le retrouver sur la coupe horizontale précédente. Je vais en effet commencer par replacer sur cette coupe, du côté endobuccal, ici, le plan du muscle buccinateur qui vient en arrière sur le ligament ptérygomandibulaire. Ce buccinateur va adhérer de façon très très intime avec la muqueuse endobuccale, puis la muqueuse endopharyngée qui, vers l'arrière, serait soulevée par les piliers antérieurs et les piliers postérieurs de l'amygdale tonsillaire, ce qui est un rapport à distance et ne nous intéresse pas directement ici, mais nous allons ainsi pouvoir montrer comment va, sortant de la glande, en avant, accompagné par le prolongement massétérin et quelquefois même par une véritable glande parotide accessoire, lobule aberrant, que l'on trouve quelquefois ici sur la face externe du masséter, qui rejoint par un microcanalicule le canal de Sténon. Ce canal dessine ce trajet en chicane et, je l'ai dit, vient s'aboucher à environ 4 mm en dessous du cul-de-sac gingivo-jugal, à l'aplomb du collet de la première molaire permanente, là-bas vers l'arrière-bouche, comme nous le schématisons ici. La boule graisseuse de Bichat va donc occuper tout cet espace. Elle est au voisinage, là, de certaines glandes salivaires accessoires que l'on appelle encore les glandes molaires, qui vont s'aboucher isolément dans la cavité buccale par leur microcanalicules. Et ce canal de Sténon va recevoir de la part de l'aponévrose cervicale superficielle un manchon aponévrotique double qui va se réfléchir au niveau de l'embouchement intrabuccal pour revenir jusqu'à
à l'émergence de ce canal, ici dans ce plan, et rejoindre en arrière l'aponévrose massétérine. Voilà donc cette double gaine. Ce canal de Sténon a une consistance assez dure qui est proche de celle du canal déférent. Bien sûr, par rapport au plan de couverture, le tissu sous-cutané va nous permettre de rappeler ici le plan du SMAS constitué par le rhizorius, par exemple, là-bas en avant, par les fibres issues du platysma. Voilà ce plan qui est donc différent du plan de l'aponévrose cervicale superficielle et qui est lui aussi différent du plan du tissu cellulaire sous-cutané représenté de la sorte. Le nerf facial, comme je l'ai dit, au fur et à mesure de son avancée, depuis le fond de la loge parotidienne, va devenir de plus en plus superficielle et avec ces variations de ramification de branches, va gagner les plans des muscles possiers. Redon avait d'ailleurs décrit à propos de la ramification du nerf facial deux types de glandes parotides qu'il avait appelé la première la glande en U de Redon, qu'il avait appelé la deuxième la glande en H de Redon, les branches temporo-faciales et cervico-faciales du nerf facial étant représentées ici de chaque côté de l'isthme ou à l'intérieur de l'isthme. Mais ce sont là des variations morphologiques qui ont peu d'importance. Dans cet espace, bien sûr, nous y trouverions la cinquième paire des nerfs crâniens avec le nerf lingual et le nerf dentaire inférieur. Les principaux pédicules trophiques qui vont sortir de la glande parotide sur le schéma de profil sont, pour ce qui est des éléments nerveux, bien sûr, les rameaux du nervus facialis. L'un de ceux-ci accompagne presque toujours le canal de Sténon. Voilà les branches temporofaciales, cervico-faciales, destinées aux muscles possiers. Un autre nerf qui va intéresser le pôle crânial de la parotide est un nerf sensitif à destination cutanée, c'est le nerf auriculo-temporal qui est une des branches terminales du 5 numéro 3. Enfin, le pôle postérieur de la glande parotide voit ici arriver les branches auriculaires du plexus cervical superficiel. Pour ce qui est des vaisseaux, ce sont des vaisseaux qui sont tributaires du contingent carotide externe, l'artère temporale superficielle, l'artère transverse de la face, l'artère auriculaire postérieure, toutes accompagnées bien sûr par leur collatérale veineuse. À la partie inférieure, l'artère faciale qui dessine ici sa crosse abandonne quelquefois aussi quelques petits rameaux à la glande parotide. Voilà la veine faciale et voilà le trajet d'émergence ici des veines anastomotiques entre la veine jugulaire externe et le contingent superficiel, le contingent jugulaire latéral du cou. Pour ce qui est des ganglions lymphatiques, ceux-ci vont se disposer en plusieurs groupes, des ganglions lymphatiques qui seront profonds dans un premier temps, ganglions lymphatiques qui seront interstitiels dans un deuxième temps, ganglions lymphatiques qui seront superficiels dans un troisième temps. Et ces ganglions vont alors venir faire relais dans les nœuds ganglionnaires qui sont soit les ganglions pré-tragiens, en avant de conduit auditif externe, soit dans les ganglions rétrogoniaques, sous-mandibulaires, et bien sûr, de là, vont ensuite métastaser dans les ganglions de la chaîne jugulaire latéro-cervicale. La glande parotide, sous l'angle histologique, apparaît comme une glande qui est une glande faite de grappes cellulaires où les cellules ont un cytoplasme qui est bourré de microcanalicules. Ce sont des glandes séreuses, des glandes albumineuses, qui à la coupe sont centrées par les canaux excréteurs avec des microcanalicules entre les principales cellules, et les granules que l'on voit dans le cytoplasme correspondent à des microvacuoles de sécrétion de la salive. Cette salive est claire, c'est une salive qui est limpide, qui est filante, qui est pauvre en mucine, et ces amas glandulaires, ces acinies, sont
au centre d'un tissu conjonctif, d'un stroma, dans lequel on distingue des filets nerveux nombreux, de même que de nombreux capillaires vasculaires. Et ceci, tout naturellement, va nous amener à évoquer la sécrétion fonctionnelle de la glande parotide. Sur un schéma de profil interne, avec la mandibule esquissée de la sorte et à la face exomandibulaire, la glande parotide. La sécrétion fonctionnelle de la parotide va dépendre de la 9e paire des nerfs crâniens, le nerf glossopharyngien, qui va abandonner parmi ses branches collatérales le nerf tympanique, le nerf de Jacobson. Il s'agit de fibres parasympathiques issues du noyau salivaire inférieur qui vont donc emprunter ce nerf de Jacobson, qui vont sortir maintenant sur la face endocrânienne du temporal par le hiatus accessoire de Fallope et qui vont cheminer là sur la face endocrânienne de l'étage moyen de la base du crâne en dessous du ganglion de Gasser. Le contingent sensitif va maintenant dépendre de la 7e paire des nerfs crâniens qui va abandonner le petit nerf pétreux superficiel qui, lui, va sortir par le hiatus de Fallope et rejoindre le petit nerf pétreux profond, issu de la 9e paire des nerfs crâniens, cheminer côte à côte pour constituer un nerf commun qui va s'engager dans le tronc, puis dans le canal innominé d'Arnold et qui va sortir dans le fond et dans le haut de la loge parotidienne pour venir se terminer ici dans le ganglion otique ou ganglion d'Arnold. Ce ganglion otique va être plaqué sur la face latérale d'un nerf crânien collatéral du nerf mandibulaire, 5 numéro 3, qui par ailleurs donne le nerf lingual et le nerf dentaire inférieur, à savoir le nerf auriculotemporal que nous avions signalé tout à l'heure. Ce nerf auriculotemporal va se dédoubler pour constituer une boucle autour d'une artère, branche collatérale de l'artère maxillaire interne, qui arrive ici dans la boutonnière rétro-condylienne de Juvara, qui est la branche terminale de la carotide externe et qui va, cette artère méningée moyenne, permettre ainsi d'apporter au ganglion otique son contingent orthosympathique. Le contingent parasympathique vient du 9 et le contingent sensitif vient du 7. De ce ganglion otique d'Arnold vont alors se détacher les filets sécrétoires destinés à la glande parotide. La sécrétion de la salive parotidienne est une salive fluide, nous l'avons déjà dit. C'est une salive qui est pauvre en mucine, ce qui va expliquer, la mucine étant antiseptique, la fréquence des parotidites inflammatoires infectieuses, alors que, étant pauvre en mucine, cette glande ne présentera pas souvent de lithiase salivaire. Cette sécrétion orthosympathique va être riche en albumine, riche en ptyaline, mais va être de faible quantité. La sécrétion encéphalique, comme on l'appelle encore, qui est la sécrétion d'origine parasympathique, au contraire, donne une salive qui est très riche en eau et qui est pauvre en substances chimiques. La sécrétion paralytique, lorsque la section, la compression des voies salivaires inférieures apparaît, se fait de façon continue après une période de 24 à 48 heures d'arrêt complet sécrétoire, car les fibres orthosympathiques continuent à arriver à l'intérieur de ce ganglion otique. Voilà comment se présente la parotide. Le danger, c'est bien sûr le nerf facial avant les pédicules vasculaires, et la meilleure façon pour aborder la dissection, c'est d'injecter en préopératoire, à travers la peau, une quinzaine de centimètres cubes de sérum isotonique à l'intérieur pour faire distendre la capsule que nous avons montrée et pour aller chercher tout de suite le nerf facial et s'en servir comme d'un fil directeur. Il est évident que quand des tumeurs néoplasiques qui ont envahi la totalité des fibres du nerf facial sont à enlever, il est pratiquement impossible de ne pas couper le nerf facial. Et Tillot disait
quand on a retiré une parotide et qu'on n'a pas de paralysie faciale, c'est qu'on n'a pas retiré la parotide.